Bonsoir à tous les amis, c'est terminé, la saison de Ligue 1 est terminée et le micro est beaucoup trop fort, désolé, bienvenue à vous, c'est le dernier débrief de cette saison et on a sorti les habits de lumière comme vous pouvez le voir puisque cette saison se termine sur une très belle note, une très belle défaite 3-1, l'Olympique Lyonnais a encore perdu le foot, l'Olympique Lyonnais termine cette saison à la 7e place du championnat, nous ne serons pas en Coupe d'Europe l'an prochain et la vérité c'est qu'on n'a jamais vraiment été en mesure de l'être. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes un peu soulagés, que vous allez pouvoir partir en vacances sereinement. J'espère que vous avez apprécié cette dernière journée, que vous avez plutôt regardé le multiplex plutôt que le match de l'OL. C'était une pauvreté assez abyssale. On va débriefer ensemble comme d'habitude ce match en prenant les choses dans l'ordre chronologique de la première à la deuxième mi-temps. Ensuite, on débriefera un peu la fin de saison, puisque vous verrez qu'il y a quand même un bilan comptable à faire sur la globalité de cette saison, mais surtout sur les adversaires, puisqu'il y avait une autoroute pour aller chercher la Coupe d'Europe, une autoroute que l'OL n'a pas pris. L'OL a préféré prendre les petites routes pour se planter lamentablement. Et on fera un débrief plus complet de la saison de l'OL plus tard. On parlera je vais enlever le nez rouge parce qu'il tient à peine et que j'ai des allergies, donc c'est un enfer. On fera un débrief de la saison peut-être la semaine prochaine, un truc un peu plus posé, un peu moins à chaud, puisque là on va débriefer, comme vous le savez, ce match-là contre Nice, une énième défaite dans cette saison un peu triste. Mais voilà, on va parler de tout ça ensemble. J'ai pas trop eu le temps de préparer bien ce débrief. Je vous avoue que j'avais pris des notes. Regardez, j'ai commencé à prendre des notes sur mon petit carnet là. Alors vous voyez pas bien parce qu'il y a beaucoup de lumière là. Regardez les notes, je vais vous montrer. Ça s'est vite arrêté. Alors vous n'allez pas voir là, c'est pas grave. Si, là vous voyez. Il y a 4 lignes. Et ça se termine par Boateng bordel en majuscule. Après, j'ai fermé le carnet. J'ai dit, bon, vous savez quoi, on va faire le débrief un peu à l'arrache. Une prestation, comme d'hab, un peu indigente, même s'il va falloir être un peu honnête. La première mi-temps de l'OL n'est pas mauvaise dans l'absolu. Beaucoup d'occasions. Vous allez voir, je vais vous mettre les stats du match incessamment sous peu. Vous allez regarder. Voilà, les stats du match sont ici. L'OL n'a pas été foncièrement mauvais sur cette rencontre, sur la première mi-temps en tout cas. Beaucoup d'occasions, 12 tirs en première période. La logique aurait été que l'OL revienne au vestiaire avec un avantage, mais malheureusement, dans cette équipe, il y a des choix calamiteux. Et ce choix calamiteux, ce soir, c'était Jérôme Boateng qui était coupable sur les 3 buts, avec notamment, j'ose espérer que vous l'avez vu, si vous regardez cette vidéo sur YouTube plus tard, j'ose espérer que vous êtes allé voir ce but contre son camp de Jérôme Boateng. On pensait qu'on ne pouvait pas pousser plus loin l'entertainment, et Jérôme Boateng nous a sorti un dernier match, probablement le dernier match de sa carrière, absolument extraordinaire, un contre son camp, passe en retrait, il regarde pas Lopez, 1-0 pour Nice. Sur le deuxième but, il est fautif. Sur le troisième but aussi. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire oui, mais Lukeba, il n'a pas été bon. Oui, Lukeba n'a pas été bon. Alors par contre, on va pardonner à Lukeba parce que Lukeba n'est pas bon. Un match sur, 10, 15. Mais voilà, j'étais sur le multiplex, j'ai explosé de rire. Moi j'ai hurlé. Je vous avoue qu'au moment où j'ai vu le but de Boateng, je me suis dit bon, voilà. On va parler de tout ça après. On va d'abord faire dans l'ordre, 3-0 pour Nice, puis une réduction du score. Je sais même plus qui c'est qui a marqué côté lyonnais. Si c'est une passe décisive de Cherki pour Jeffinho. Oui, Jeffinho qui réduit la marque. Et une seconde période, et moi je pense que c'est là le truc le plus inquiétant. Et on va pas tirer des conclusions sur ce dernier match pour du beurre, mais la deuxième mi-temps de l'OL, elle est abyssale. Parce qu'il y a quelque chose que, si vous avez regardé le multiplex, vous n'avez probablement pas vu, c'est qu'à la mi-temps, Laurent Blanc sort Jérôme Boateng pour faire entrer Thiago Mendes en défense centrale. Et à la 46e minute, Terem Moffi part au but. Terem Moffi est bousculé par Thiago Mendes, mais ne tombe pas. Il essaye d'aller au but et de tirer. Je pense que si Terem Moffi tombe, il y a penalty, il y a probablement 4-1 sur la première minute de jeu de Thiago Mendes en défense centrale. Donc on est sur un nouveau match avec des choix calamiteux de Laurent Blanc et une lecture du match également calamiteuse, puisque ces autres changements sont aussi calamiteux, et que la deuxième période de l'OL n'a jamais laissé entrevoir une remontada, alors même que la première période pouvait laisser espérer un scénario à la Montpellier, c'est-à-dire que même à 3-0, quand il y a 3-1, l'Olympique Lyonnais n'est pas mauvais, il y a pas mal d'occasions, Lacazette a beaucoup croqué ce soir, mais on se dit, il y a peut-être moyen. Si on revient à la mi-temps à 3-3, c'est pas déconnant. Et la seconde période, soporifique au possible. Vraiment rien à sauver sur cette seconde période. J'ai même hésité à couper le match avant la fin. Parce qu'il y avait rien, quoi. Il y avait rien. Et c'est dommage qu'on a eu un multiplex intéressant. Et quand on fera le bilan après de ce qui s'est passé en Ligue 1, Monaco a perdu, Lille n'a pas gagné. Alors Rennes a gagné contre Brest, grâce à un penalty notamment. Mais toujours est-il qu'il y avait
et ce sera la conclusion de ce débrief à la fin, je pense qu'on dira ça, il y avait sur cette seconde partie de saison une autoroute, mais les gars, c'était une piste de décollage, une autoroute toute libre, à la fermée à la circulation pour aller chercher au moins la 5e place. Alors je vous dis même pas la 4e, parce que la 4e elle est loin, mais vous regardez les fins de saison de Lille et de Monaco, elles sont abyssales, et Lyon avait une opportunité en or d'aller chercher au moins la 5e place. Au moins, je vous demande pas ça, parce que regardez Monaco qui il y a peut-être 2 ou 3 mois était à la lutte pour la Ligue des Champions. Monaco termine 6e de Ligue 1, ne sera même pas européen la saison prochaine. Lille a fini cette saison de manière un peu calamiteuse, va terminer 5e et jouera l'Europa Conférence. Et Rennes était prenable. Mais vous avez des écueils. Vous avez cette défaite contre Clermont, dont il faudra reparler, parce que cette défaite contre Clermont, elle est terrible pour l'OL. On aura cette défaite aussi contre l'OM. On a la défaite de ce soir contre Nice. Regardez le nombre de points perdus dans des matchs coup près, des matchs qui auraient pu nous permettre d'espérer davantage. Clermont, superbe saison. Ouais, on en parlera après. Heureusement qu'on n'attrape pas l'Europe, ça aurait été un trompe-l'œil terrible. Ouais. Et John Textor était à Nice. J'ose espérer pour John Textor qu'il aura vu des choses qui lui feront se dire qu'il faut des changements à très grande échelle. Merci à Gabs pour les 5 abonnements offerts. Là, le constat est assez simple. On va essayer d'être à peu près objectif. Moi, je suis pas... Vous connaissez ma position sur Laurent Blanc. J'ai mis du temps à la définir. Mais à titre personnel, je pense que Laurent Blanc est finito. Je pense que c'est un mauvais entraîneur, qu'il n'est pas fait pour le football d'aujourd'hui. Ses choix d'hommes sont douteux. Ses lectures du match sont douteuses. Son bilan comptable n'est pas bon. Et je pense que c'est pas le bon choix que de continuer avec Laurent Blanc. Peut-être que l'avenir me donnera tort. Et j'ose espérer qu'il me donnera tort si Laurent Blanc est maintenu, ce qui n'est pas une garantie. Et à son crédit, il est vrai que l'OL semble moins calamiteux que sous Peter Bosz. Mais c'est quand même difficile de faire pire que sous Peter Bosz. Sous Peter Bosz, moi je me suis trompé, j'ai voulu croire en Peter Bosz. Peter Bosz, c'était une catastrophe dans les grandes largeurs, il n'y a vraiment rien à garder de Peter Bosz. Maintenant, ça fait 8 mois, 9 mois que Laurent Blanc est entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Il a récupéré l'équipe à la 10e journée de Ligue 1. Quand Laurent Blanc récupère l'équipe à la 10e journée de Ligue 1, l'OL compte 6 points de retard sur la 5e place et 9 points de retard sur le podium. À la fin de cette saison, l'OL compte 5 points de retard sur la 5e place et 12 sur le podium. Donc certes, le rythme est meilleur que sous Peter Bosz parce qu'il n'a pas accru son retard, mais les grands discours qui veulent que Laurent Blanc ait donné une dynamique folle à cette équipe, qu'il y ait une espèce de remontada, ce n'est pas vrai. L'Olympique Lyonnais termine 7e. Laurent Blanc, sur le plan comptable, a fait passer l'OL de la 9e à la 7e place de Ligue 1. Ce n'est pas suffisant. L'Olympique Lyonnais est plus loin du podium que quand Laurent Blanc est arrivé. Il a perdu 4 points, 3 points sur le podium. Donc jamais, au grand jamais, cette équipe, quand bien même Laurent Blanc serait arrivé en début de saison, aurait pu jouer l'Europe. Alors après, vous pouvez me dire, oui, c'est pas que la faute de Laurent Blanc. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont pas au niveau. C'est vrai qu'il y a un environnement qui n'est pas bon et que Laurent Blanc, il peut pas faire de miracle non plus. C'est vrai, je suis prêt à le concéder. Maintenant, il faut faire quand même un premier bilan de Laurent Blanc parce qu'on dit qu'il faut attendre 1 an. Il a quand même eu 28 journées pour montrer certaines choses. Et au bout de 28 journées, oui, c'est vrai, il y a du positif. Oui, il y a l'éclosion de Barcola, dont il faut rappeler que Barcola n'était pas titulaire sous Laurent Blanc à son arrivée et que Barcola ne s'est retrouvé titulaire que parce que Toko Ekambi a shooté dans une poubelle et s'est retrouvé balancé par-dessus bord en Bretagne. Sinon, dans un monde parallèle où Toko Ekambi ne shoote pas cette poubelle, peut-être que Bradley Barcola ne sort jamais du banc, car on sait l'attrait qu'a Laurent Blanc pour les jeunes. Il y a l'éclosion de Ryan Cherki. C'est vrai, et c'est vrai que Ryan Cherki n'a pas toujours été positif. Mais cette éclosion de Ryan Cherki, elle est aussi provoquée par les départs de Romain Fèvre et de Jeffrey Nadalid cet hiver. Et peut-être qu'il y a un monde où Ryan Cherki n'est pas titulaire parce qu'il faut rentabiliser les joueurs d'expérience. Et à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il en aura. Oui, c'est vrai, Lacazette est un point positif. C'est vrai. Mais quand on voit la saison de Lacazette, j'ai des doutes sur le fait que Lacazette puisse réitérer cet exploit l'an prochain. On est quand même sur un club qui a été porté pendant toute cette deuxième partie de saison, et on va les remercier par Bradley Barcola, qui est une anomalie dans ce 11 de départ, et par Alexandre Lacazette, qui est une anomalie dans sa performance. C'est ahurissant qu'Alexandre Lacazette réussisse à planter 29 buts sur la saison dans cet Olympique Lyonnais-là. Mais les choix de Laurent Blanc, l'impact de Laurent Blanc sur cette équipe, moi je n'ai jamais senti une équipe capable d'avoir une vraie dynamique. Les matchs coup près de cet Olympique Lyonnais, on les a vus, il y a eu des succès, il y a eu le succès contre Paris, mais il y a eu surtout une défaite contre Nantes. J'ai l'impression que quand on fait le bilan de cette équipe-là, quand on fait le bilan de cette saison, les gens oublient la défaite contre Nantes. Et la défaite contre Nantes, c'est pas un malentendu.
La défaite contre Nantes, c'est une calamité. Il y a un tir dans le match. C'est atroce. On se fait rouler dessus par Nantes, qui termine au grand miracle 17e, 16e de Ligue 1 et qui envoie Auxerre en Ligue 2. On en parlera plus tard. Mais les gens oublient cette déconvenue monumentale qui est la défaite contre Nantes en demi-finale de Coupe de France, alors qu'il y avait quelque chose à faire en Coupe de France. Il y avait quelque chose à faire. Nantes s'est fait tarter la gueule en finale. Il y avait quelque chose à sauver. Le bilan de Laurent Blanc, parce qu'il faut être objectif. Et je veux bien qu'on parle des ressentis. Et les ressentis, moi, j'ai les mêmes que vous. J'ai les mêmes que vous. Si vous voulez, j'enlève la perruque si vous n'arrivez pas à me prendre. D'ailleurs, vous n'avez peut-être pas vu, mais le t-shirt est très beau aussi. Laurent Blanc, si on doit faire un bilan, si on doit faire le bilan de Laurent Blanc, on va prendre, on l'a fait un petit peu, mais on va résumer. Le bilan de Laurent Blanc en essayant d'être un peu objectif et d'oublier le fait que moi, je suis pour qu'il dégage. Le bilan de Laurent Blanc, c'est, oui, c'est vrai, une équipe qui est moins déprimante à avoir joué que ce Peter Bosz. J'ai envie de vous dire encore heureux, parce que Peter Bosz, on était quand même au fond du fond du fond. C'est vrai, l'OL est moins calamiteux, et on a plus la sensation que l'OL peut gagner des matchs depuis que Laurent Blanc est là, que quand Peter Bosz était à la tête de l'équipe. C'est vrai. Plus de sérénité défensive. Alors oui et non, c'est vrai que l'arrivée de Lovren a fait beaucoup de bien. Mais finalement, il n'y a pas beaucoup de clean sheets sur la deuxième partie de saison, et on n'a pas vu une grande sérénité défensive. On a quand même 4 buts encaissés contre Montpellier, que Franck Passy a qualifié de match référence, mais c'est vrai que c'est moins désastreux au niveau de la défense. Oui, il y a l'éclosion de certains bons joueurs, notamment Barcola, notamment Lacazette qui a explosé sur la deuxième partie de saison, et Saël Koumbedi. C'est vrai, ça c'est vrai, il faut lui accorder ça. Donc ça, c'est le côté positif de Laurent Blanc. Le côté positif, c'est qu'on est effectivement moins nul que sous Peter Bosz. Est-ce que c'était l'apport que devait apporter Laurent Blanc, qui a plutôt été recruté comme pompier? Je ne sais pas exactement sûr que ça. On fait exactement le même nombre de points qu'avec Bosz l'an dernier. Bon, bah voilà. J'ai regardé aussi, parce qu'on m'a envoyé là en mention le classement de l'OL depuis l'arrivée de Laurent Blanc à la tête de l'équipe. Ceux qui ne l'ont pas vu, essayez de deviner la place qu'occupe l'OL dans le classement des 28 dernières journées de Laurent Blanc à la tête de l'OL. Parce qu'on a l'impression dans le discours qu'ont certaines personnes qui défendent Laurent Blanc que si on prend les 28 journées de Laurent Blanc à la tête de l'OL, on est en Europe. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est 6e. Alors c'est vrai qu'on est moins loin. On est beaucoup moins loin qu'actuellement. C'est-à-dire que l'OL, sur les 28 journées disputées par Laurent Blanc, compte 48 points. C'est donc 2 points de moins que Marseille qui est 5e, c'est 2 points de moins que Rennes qui est 4e, et on est proche de Lille qui termine 3e. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Le bilan de Laurent Blanc depuis son arrivée, c'est 6e. C'est 6e. Et je vais me moucher. Voilà, je vais me boucher parce que j'ai une crise d'allergie monumentale. C'est pour ça que j'ai des lunettes de soleil, parce que j'ai les yeux complètement explosés. Ouais. Mais je vais les enlever quand même. Voilà, comme ça, vous verrez mes yeux. Les classements avec 28 journées, ça fait un beau souvenir. C'est vrai. Il aurait fait les 38, on y saurait. Bah, peut-être pas. En l'occurrence, c'est pas vrai. C'est pas vrai, puisque le rythme de Laurent Blanc sur 28 journées, c'est 6e. Donc, c'est pas européen. Si vous me disiez, oui, Laurent Blanc, depuis son arrivée, le classement, c'est 3e, et il manque pas grand-chose. Parce qu'au final, il manque pas grand-chose à cette équipe. Vous gagnez ce soir, vous gagnez contre Clermont, c'est bon, vous y êtes en Europe. Petit bémol, Laurent Blanc récupère une équipe de fantômes sous mononucléose, insuffisant malgré cela. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour un coach qui arrive et qui instaure une nouvelle dynamique dans une équipe de morts-vivants. Donc voilà, c'est pas suffisant. Donc voilà, l'Olympique Lyonnais termine 7e. L'Olympique Lyonnais ne sera encore une fois pas européen, et avec un chantier, les amis, pour cet été. Un chantier, il va se passer des choses, on ose espérer qu'il va se passer des choses, mais voilà, on a fait le bilan du positif de Laurent Blanc, donc on l'a dit, oui, meilleure dynamique, oui, éclosion de certains joueurs, oui, une équipe moins fantomatique et moins zombie, c'est vrai. Maintenant, le bilan de Laurent Blanc du côté du négatif, c'est que le résultat comptable n'est pas suffisant. Les déconvenues sont réelles, la défaite contre Nantes, la défaite contre l'OM, la défaite contre Clermont, la défaite contre Nice ce soir, c'est une déconvenue, même si au niveau comptable, ça n'aurait pas changé grand-chose. Au niveau de la gestion d'effectifs, on a quand même passé 6 mois à voir jouer dans cette équipe Oussem Aouar, Moussa Dembélé et ce soir Jérôme Boateng, qui ne sont pas des joueurs d'avenir, qui ne sont pas des joueurs performants, au dépit et au nez et à la barbe de jeunes qui poussent. Alors oui, on va faire du jeunisme. Oui, j'ai eu des mentions de mecs qui m'expliquent « Ah, tu nous casses les couilles avec tes jeunes du centre de formation ». Mais aujourd'hui, quel est le message que vous envoyez au centre de formation quand vous mettez Jérôme Boateng, qui va partir, qui n'est plus un joueur de l'Olympique Lyonnais, qui va partir à la retraite et qui en plus humainement n'est pas quelqu'un de recommandable, plutôt qu'un Sarr qui attend sa chance pour un match pour du beurre? Est-ce que ça aurait été pire? Je sais pas. Oui, est-ce qu'il faut lancer les jeunes à 24? Non, il faut pas lancer les jeunes. Juste quand il y a une opportunité de lancer des jeunes, bah faut lancer des jeunes. Pourquoi faire jouer Oussem Aouar sur toute cette seconde partie de saison plutôt qu'un Mohamed El Arouche? Pourquoi faire jouer un Moussa Dembélé plutôt qu'un Sékou les gars, surtout quand on voit leur performance? Si vous mettez un Moussa Dembélé qui marque un but à chaque fois qu'il rentre, ça me dérange pas qu'il joue Moussa Dembélé. Mais à chaque fois qu'il est rentré, il a été nul. Qu'est-ce que ça coûte de tenter des trucs pour la saison prochaine?
Et même si les mecs sont pas bons, probablement que ces Kouléga, c'est pas Karim Benzema ou c'est pas Romelu Lukaku. Peut-être que ces Kouléga, il aura une carrière en Ligue 2. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un mec qui aura une carrière en Ligue 2, c'est pire que Moussa Dembélé qui va partir libre dans un autre club? Est-ce que Mohamed El Arouche, qui certes n'a pas beaucoup de temps en pro, certes est petit et frêle physiquement, ce sera pire que les rentrées d'Oussama Aouar? Je suis pas sûr. Est-ce que Sarr, ce sera pire que Jérôme Boateng ce soir? Jérôme Boateng ce soir, et on va en parler, on va faire un petit aparté là-dessus. Jérôme Boateng ce soir, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, il y avait une énergie de la part de Jérôme Boateng ce soir de fin de five après une cuite. Vous l'avez tous vécu, je pense. Vous savez, quand vous faites un five le dimanche là, à 13h, et vous êtes comme ça, les mains sur les cuisses, en disant ouais, franchement, les gars, défendez un peu quand même. Jérôme Boateng ce soir, il a pas envie de jouer au foot. Il a pas envie. Le premier but, bah, c'est lui qui le met. Le deuxième but, il fait un espèce de tacle, un peu comme quand il tombe contre Messi. Et le troisième but, il bouge pas. Alors oui, il n'est pas le seul fautif. Oui, c'est vrai, Saïl Koumbedi est pas bon défensivement ce soir. Castello Luqueba fait un très mauvais match ce soir. Il faut être lucide. Mais le match de Boateng, il est censé être un leader d'équipe, joueur d'expérience, champion du monde, Bayern de Munich. Putain, mais c'est calamiteux. Je suis à peu près certain que moi, je peux vous trouver sur Twitter 10 mecs qui font un meilleur match que lui ce soir. Donc voilà, je trouve que dans la gestion, moi c'est ça qui m'inquiète sur Laurent Blanc. C'est ça qui m'inquiète. Parce que si on doit prendre que les résultats, la dynamique, le jeu, bah, le 4-2-3-1, c'est pas si dégueulasse. Cherki, Barcola, Cacré, c'est un peu mieux sur la fin de saison. La Casette, c'est une valeur sûre. Si on prend que le jeu, si on prend que les résultats, je suis presque prêt à vous entendre, ceux qui défendent Laurent Blanc, en me disant ouais, ok, allez, c'est bon, on lui laisse un peu de temps. Mais moi, j'ai un problème avec... C'est pas vraiment de l'extra sportif, mais c'est un peu de l'extra sportif quand même. C'est la gestion d'effectifs et la communication. Je trouve la gestion d'effectifs de Laurent Blanc mauvaise. Les mauvais choix d'hommes, les mauvais choix de compo, les mauvais choix tactiques et les mauvais choix dans les matchs. Il fait des changements qui n'ont aucun sens. Il a mis énormément de temps à mettre les joueurs à leur bon poste. Je vous rappelle qu'il y a encore 2-3 matchs, on se retrouvait avec Cacré numéro 10 et Cherki sur l'aile, et c'était une catastrophe. Il a mis 6 mois à voir la lumière, de se dire « Waouh, quand on fait jouer les joueurs de foot à leur meilleur poste, ils jouent mieux au football. Waouh !» Et ça, je trouve ça calamiteux. Et il y a un problème de com chez Laurent Blanc. Rappelez-vous quand on perd contre Nantes. Je ne vous parle pas de la Coupe de France, je vous parle du match avant, quand j'étais en vacances. Là. Où il va en conférence de presse, là, non, en interview, dire « Oh, ben c'est bien, on est tous contents avec Antoine, on va pouvoir aller faire un petit golf. » Il dit pas ça exactement. Mais il dit en gros « Ouais, tranquille, on a fait match nul, c'est pas grave. L'élimination en Coupe de France, on a l'impression qu'ils s'en bat les couilles. Il y a 4 journées de la fin, ah bah pour l'Europe, c'est râpé. » Mais t'es malade. T'es malade de dire pour l'Europe, c'est râpé, alors que mathématiquement, c'était possible. C'était possible. Si l'OL ne perd pas ce match contre Clermont et ne perd pas ce soir, c'est possible l'Europe. Et moi, je trouve que la communication de Laurent Blanc, elle est désastreuse. Il y a une communication de mecs qui s'en branlent, de mecs qui en a pas grand-chose à foutre d'être là, qui n'est pas très impliqué. Comment voulez-vous que les joueurs aient envie d'y croire avec un mec qui a l'air d'être plus concentré sur le fait de faire un par ou un birdie sur le par 3 du golf de Chassieux plutôt que de gagner son prochain match? On a l'impression qu'il s'en fout. Il s'en fout complet. Donc voilà, je suis moins inquiet par rapport à ça. Il y a eu cet article de l'équipe, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui nous expliquait que bon, on a fait 20 minutes de course et puis c'est tout, parce que les joueurs étaient en congé, puis ils étaient en congé le lendemain, puis ils étaient en autre congé aussi. Donc il y a un problème, moi je pense, d'attitude de Laurent Blanc là-dessus. Il a dit quoi, la déclat de Blanc? Je l'ai pas. Alors, quand vous me dites, est-ce que vous avez vu la déclat? Envoyez-moi ça en mention Twitter, s'il vous plaît. J'ai un 3e écran. J'ai mis un 3e écran, justement pour avoir mes mentions sous les yeux. Donc envoyez-moi les déclats par mention, s'il vous plaît. Je les ai sous les yeux, je peux les lire en direct. La seule bonne com de Blanc, c'est qu'il fait chat dans les carrément pour dire qu'il veut plus vendre Cherki. C'est vrai, président Dodo. C'est tout à fait vrai. Le seul truc où Blanc a été bon au niveau communication, c'est quand il a demandé à Cherki de faire mieux, de faire toujours mieux. Il avait raison d'être exigeant avec Cherki. Lyon a besoin d'être ambitieux l'an prochain. J'espère qu'on aura les moyens, mais ce sera compliqué sans Europe. Bah, c'est bien d'être lucide en tout cas. On dirait que Lolo, ça le fatigue de voir les autres courir. Tu verrais. Ah bah, ça, c'est un autre sujet. Qui je verrais pour remplacer Lolo White, Azuri. Pour voir tes mentions qui défendent. Ah non, mais on va pas faire un aparté là-dessus, mais je vois des choses sur Twitter, mais je pense qu'il y a des gens qui ont des livres de recettes spécialisés pour cuisiner leur propre caca, parce que je vois pas comment ils peuvent trouver cette merde agréable à voir, à regarder et à supporter. J'ai eu là cette dernière semaine, parce que je suis un peu en colère et je râle beaucoup, et c'est vrai que je râle beaucoup, mais j'ai eu des mentions de mecs qui m'ont dit, qui sont contents en fait. Ils sont contents.
Ils sont satisfaits de ce qu'ils voient, ils sont satisfaits de la saison. Ils m'expliquent que je suis un mauvais supporter, qu'on est vachement meilleur, que c'est bien, qu'il faut lui... Ils sont contents. Ils sont contents. Putain, on est 7ème et ils sont contents. Il y a des gens, ils sont contents. Il y a des gens, à force de leur faire manger des pelletés de caca, et ben ils disent c'est bon le caca, c'est délicieux. Mais c'est incroyable. Oui, oui, on n'est jamais content. Oui, je suis jamais content. Oui, ça fait presque 10 ans que je suis pas content. Ça fait 10 ans que je dis que Genesio est pas bon, que Boss est pas bon, que Silvino est dégueulasse, qu'il faut changer l'organigramme du club, que Olas doit partir. Oui, c'est vrai, je suis en boucle. Oui, je râle H24, c'est vrai. Mais putain, comment vous voulez ne pas râler? Comment vous voulez ne pas râler? Ça fait combien d'années qu'il se passe rien dans ce club? Ça fait depuis le Final 8 de la Ligue des Champions. Et là, on a vibré, là. Hein. Là, on critiquait moins, c'est vrai. Oui, quand il fallait chier sur Garcia alors qu'il était en demi-finale de Ligue des Champions, c'était plus compliqué. Donc, on fermait nos gueules. Mais comment vous voulez arrêter de râler? Et donc, il y a des gens, à force de voir des gens râler, qui se disent oh, bah, il y en a marre des gens qui râlent, bah, moi, je vais être content. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça vraiment fascinant qu'il y ait des gens, là, on termine 7ème et qui se disent non, mais c'est de bon augure pour la saison prochaine. Faut laisser du temps. C'est bien. C'est bien, il y a Lacazette qui... En fait, et on va faire le bilan de cette saison plus tard, on le fera la semaine prochaine, pas avec un costume de clown, mais quand vous avez un Lacazette qui termine avec, je sais pas le nombre exact, je crois que c'est 29 buts, c'est 26, 27, 28 buts en Ligue 1. Moi, je trouve ça inquiétant. Moi, je trouve ça super inquiétant. Donc oui, on peut prendre cette info-là, on peut prendre les 27 buts de Lacazette, on peut les prendre d'un côté en disant « Waouh, il est super fort Lacazette, c'est trop bien, c'est trop cool d'avoir un joueur comme ça au club. Putain, c'est une légende du club, on l'adore, c'est génial, Lacazette part jamais. » Oui, complètement, on peut prendre cet aspect-là de Lacazette qui met 27 buts. Et puis de l'autre côté, on se dit « Waouh, il y a Lacazette qui met 27 buts, et avec 27 buts de Lacazette, on est 7ème. » Bon, imaginez la réalité parallèle. Imaginez la réalité parallèle où Lacazette se fait les croisés en août. Imaginez la réalité parallèle où l'an prochain, je sais pas, Lacazette il est moins bon, et au lieu d'en mettre 27, il en met 12. Imaginez. Moi, je trouve que les 27 buts de Lacazette, c'est hyper inquiétant sur ce que ça dit du club. Avec un Lacazette qui met 27 buts, tu dois être 3ème ou 2ème. C'est miraculeux d'avoir un joueur comme ça dans ton effectif. C'est miraculeux. 27 buts en Ligue 1, vous vous rendez compte de la dinguerie? Et avec 27 buts en Ligue 1, tu fais 7ème. Donc c'est terrible. C'est terrible. C'est simple, Lacazette est blessé, on fait comme Rennes avec Terrier. Et encore. Tu te reposes sur un joueur de 32 ans que tu as recruté libre et qui était en échec dans son dernier club, c'est pas fiable du tout. Je vous dis pas que Lacazette est pas fiable. Hein. Moi, je ne rêve que d'une chose, c'est qu'il en remette 27 l'an prochain. Sauf que la vérité, c'est que Lacazette et ses 27 buts, c'est un superbe trompe-l'œil. Parce qu'aujourd'hui, t'es 7ème, t'as une deuxième partie de saison qui est moyenne plus, et comme t'as mangé du caca pendant tout Peter Bosz, le moyen plus, il a un goût de caviar, mais c'est pas possible que Lacazette refasse ça éternellement. Donc, qu'est-ce qui va se passer l'an prochain si Lacazette en met 18, 17? Ce qui sera déjà très bien pour Lacazette, de mettre 17 ou 18 buts. Qu'est-ce qui va se passer? Donc moi, j'ai peur de ça. J'ai peur de ça parce qu'on va arriver sur le marché des transferts, on va arriver sur cette intersaison avec pas mal de gens et une communication du club qui tournera autour de la deuxième partie de saison, elle est bien, elle est rassurante, il faut construire sur ces bases-là, Lacazette, Barcola, ça suffit pour être européen et compagnie, alors que la vérité, les gars, c'est que la deuxième partie de saison, elle est pas ouf, comptablement, et elle est pas ouf avec un Lacazette en feu. Qu'est-ce que ce sera si on bâtit sur ce pas ouf avec un Lacazette moins en feu? Voilà, moi je suis très inquiet par rapport à l'intersaison. Et maintenant, si vous voulez qu'on parle de l'intersaison, on va parler de l'intersaison. Parce que ce qui va se passer cet été, parce qu'il faut parler un peu du contexte club tout autour de ça, vous le savez, John Textor n'a pas d'argent. C'est un fait, il cherche de l'argent, John Textor n'a pas fini de trouver son argent. John Textor, il y a eu des articles qui expliquaient qu'il lui manquait 130 millions d'euros. Donc ces 130 millions d'euros, comment il a fait pour les mettre dans le club? Il a fait une espèce de prêt relais, vous savez, comme vous achetez une maison avant d'avoir vendu la précédente. Il a fait un prêt en attendant qu'on lui file 130 millions d'euros, c'est-à-dire qu'il trouve 130 millions d'euros. Donc il se fait ouvrir par les intérêts tous les mois parce qu'il ne trouve pas ce pognon-là. Donc l'OL n'a pas de pognon. L'OL n'a pas de pognon, donc on va pas pouvoir se renforcer au mercato. Ça, c'est une certitude. Et dont au plus qu'il faudra vendre au mercato. Et il faudra vendre cher. Donc qui va partir au mercato? C'est la grande question. On fera ça. La grande question mercato, on la gardera pour le débrief de la semaine prochaine, enfin le débrief de la saison. Mais il va falloir probablement vendre une des 3 grosses valeurs marchandes de l'Olympique Lyonnais. Et les 3 grosses valeurs marchandes de l'Olympique Lyonnais dans cet effectif, c'est Lukeba, c'est Cherki et c'est Barcola. Donc l'an prochain, t'en perds au moins un des 3, si ce n'est pas 2. Et tu vas devoir les remplacer par qui? Point d'interrogation. Vous avez cet été à l'Olympique Lyonnais une quantité de poids mort absolument monstrueuse. Et donc la priorité de cet été, et l'une des raisons, je pense, pour laquelle Mathieu Bodmer a fait non, c'est pas vrai, je suis jamais venu à l'OL, c'est que cet été,
Il n'y a pas d'argent et il faut vendre. Les poids morts, c'est tout simple. Les poids morts, c'est tout simple. Vous avez, dans l'effectif actuel, vous perdez cet été Boateng, Aouar, Dembélé. Bonne chose. Au revoir, à bientôt et à jamais surtout. Mais vous avez dans cet effectif, vous perdez Malo Gusto aussi. Donc déjà, vous avez un poste d'arrière droit à combler, factuellement, parce que Saïd Koumbedi ne peut pas faire ça tout seul. Vous avez dans cet effectif, dans les poids morts, Thiago Mendes, qui ne sert pas à grand-chose. Il n'est pas titulaire, il a un gros salaire, il a été prolongé l'an dernier. Thiago Mendes, il ne sert à rien. Amin Sarr, gigantesque point d'interrogation. Que va-t-on faire d'Amin Sarr? Alors oui, peut-être qu'il faut lui laisser du temps, peut-être qu'il a du mal à s'adapter, peut-être qu'il va être bon, Amin Sarr. Mais aujourd'hui, il ne fait pas vraiment partie des plans de l'Olympique Lyonnais. C'est un fait. En défense centrale, vous avez Sinali Diomandé qui n'est pas vraiment un poids mort parce qu'il est dans la rotation. Mais est-ce que Sinali Diomandé va vouloir rester à l'Olympique Lyonnais si c'est pour être dans la rotation? Est-ce qu'il a le niveau pour être titulaire? Je ne suis pas certain. Point d'interrogation, etc., etc. Donc là, vous avez déjà dans cet effectif 3 gros poids morts. Ensuite, vous avez tous les retours de prêt. Tous les retours de prêt. Vous avez, on va le refaire l'inventaire, parce que vous le connaissez cet inventaire. Karl Toko Ekambi, qui va revenir, qui va probablement être vendu, mais pour pas très cher. On espère, mais Karl Toko Ekambi peut faire la tête de con et rester en réserve pendant toute l'année. Mais je pense, on devrait quand même avoir des offres en Arabie Saoudite, aux Émirats, pour Karl Toko Ekambi. Romain Fèvre, qui fort heureusement fait une bonne deuxième partie de saison avec Lorient et qui devrait avoir une valeur marchande, mais il va quand même falloir le vendre. Jeffrey Adelaide, alors là, bon courage, parce que Jeffrey Adelaide, c'est une catastrophe. Il va revenir en morceaux, il n'est pas bon à 3, enfin c'est très très laborieux. Qu'est-ce qu'on va faire de Jeffrey Adelaide? Vous avez du Senkos Kassar. Alors Senkos Kassar, ça va, il a fait une bonne saison, il y a peut-être moyen de le vendre aussi. Mais vous avez Youssouf Koné, qui est même pas titulaire à Ajaccio. Vous avez Tino Kadewere, point d'interrogation monumental. Vous avez Habib Keïta, bon, c'est pas un gros salaire, donc c'est pas grave. Et vous avez Florent Sanchez, qui a fait une bonne arrivée à Volendam, mais qui depuis ne fait plus partie des plans de l'entraîneur, dont il va falloir se débarrasser aussi, je pense. Valence a levé l'option. Ah, parfait, ça, une bonne chose. Donc en fait, on a énormément de... On peut pas renforcer cet effectif. On peut pas renforcer cet effectif tant qu'on l'a pas dégraissé. Et vous avez aujourd'hui, et d'ailleurs j'ai pas cité dans les poids morts parce que c'est dur pour lui, mais on n'a pas parlé de Corentin Tolisso, mais Corentin Tolisso c'est un très gros salaire qui a signé pendant très longtemps et dont le rendement n'est pas suffisant. Donc vous avez quand même un double problème dans cet effectif, un problème de nombre, vous avez énormément de joueurs qui sont là, qui font le nombre dans cet effectif et dont il va falloir se débarrasser, et vous avez énormément de gros salaires qui ne sont pas essentiels à cet effectif. J'entends par là qu'un salaire comme celui de Lacazette, c'est pas grave, il marque des buts. Un gros salaire comme Tagliafico, c'est pas grave, il est titulaire, il est performant. Par contre, quand vous avez Thiago Mendes ou Tolisso ou Toko Ekambi, ce sont des gros salaires qui sont des poids morts. Donc, point d'interrogation sur ce qu'il faut faire de ces gens-là et surtout comment on va réussir à les vendre. Parce que vendre un joueur, c'est pas si compliqué. Mais vendre un joueur avec un très gros salaire, ça sous-entend de trouver un club qui va le payer autant. Et donc ça, grand point d'interrogation pour cette intersaison. Donc voilà, on est dans la merde, c'est ça le résumé de la situation. Je pense que John Textor n'est pas venu pour rien. Et je pense que d'ici lundi, mardi, mercredi, j'ose espérer, hein, c'est du doigt mouillé. Je pense qu'on devrait avoir certains changements dans l'organigramme assez vite. Par contre, vous avez eu des déclats de John Textor qui expliquent qu'il n'était pas sûr que ce soit nécessaire d'avoir un directeur sportif. Donc voilà, donc là c'est déjà un peu inquiétant. Les dernières rumeurs, ce serait que Bruno Chéroux dégage et que Vincent Ponceau ne s'occupe plus du football. Donc quoi qu'il arrive, il faudra remplacer ces gens-là. Par qui? Énorme point d'interrogation. Les pistes qui ont été évoquées n'ont pas donné suite. Eric Abidal, ça n'a pas donné suite. Mathieu Bodmer, moi je vous confirme les infos de Sacha Tavoleri, il y a eu rencontre malgré ce qu'il dit, et ça n'aboutira pas visiblement, puisque de toute façon Mathieu Bodmer a confirmé qu'il resterait au Havre après le titre en Ligue 2. Donc ce ne sera pas Bodmer, ce ne sera pas Abidal. Qui cela peut-il être si c'est ni l'un ni l'autre? Point d'interrogation. Il y a un autre truc qui est assez inquiétant du côté de John Textor, c'est que vous avez probablement vu qu'il a dégagé le président de Molenbeek et qu'il l'a remplacé par Gauthier Ganaï. Alors vous dites, c'est qui Gauthier Ganaï? Gauthier Ganaï, c'est l'ancien président de Nancy. Là, je vous laisserai taper Gauthier Ganaï de Nancy et lire les différents articles à son sujet. Le fait que John Textor nomme Gauthier Ganaï dans son giron, c'est assez inquiétant sur ce que ça dit de ce qu'il va nommer côté Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est très inquiétant. Donc on en revient toujours au même constat. Oui, il était temps que Jean-Michel Aulas s'en aille. Oui, il faut changer l'organigramme du club et le staff, ça c'est une certitude. Maintenant, c'est pas parce que Jean-Michel Aulas est parti qu'il faut sauter au plafond. John Textor, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à mettre à son actif. Donc en attendant
les noms, en attendant les changements, méfiance, méfiance, parce que rien ne nous dit que John Textor saura s'entourer dignement et nommer les bonnes personnes au bon poste. Et le grand truc de ça pourra pas être pire, si, ça peut toujours être pire. Donc méfiance. Il allait couler Nice juste avant Nancy. Ouais, Gauthier Ganaï, il a un sacré palmarès. Nancy, Ostende, Nice, c'était particulièrement laborieux. Donc, curiosité. Vous savez, on n'est pas à l'abri que John Textor se dise oh, je vais mettre Jacques-Henri Hérault. Hein. Alors, ça n'arrivera pas, hein, je pense. Voilà. Mais attention quand même. Attention à pas miser. Moi, je vous l'ai toujours dit. Je vous ai dit d'accord, l'OL est vendu, c'est une bonne chose dans l'absolu parce qu'avec Olas, il allait droit dans le mur. Mais ça ne veut pas dire qu'il a vendu à la bonne personne, Olas. Moi, je suis inquiet par rapport à John Textor parce que je trouve que ça traîne un petit peu par rapport au changement sportif. Tout le temps passé avec Bruno Chéroux et avec Vincent Ponceau à la tête du football, alors qu'ils ne le seront probablement plus l'an prochain, c'est du temps perdu. Là, c'est du temps perdu sur de la préparation de mercato. On n'a toujours pas de directeur sportif. Donc, toutes les rumeurs de transfert que vous voyez sur les réseaux, c'est du vent. Et je suis inquiet par rapport à l'argent de John Textor. Il est possible, il est assez possible qu'à moyen terme, John Textor se retrouve en défaut de paiement par rapport à ses créanciers et que ce soit les créanciers qui reprennent la tête de l'Olympique Lyonnais. Donc, Ares Management. Alors, Ares Management, c'est blindé de fric, donc ce ne serait pas dramatique dans l'absolu. Mais moi, j'ai peur que John Textor ne fasse pas long feu à l'Olympique Lyonnais. Donc, voilà. T'es passé d'un mec sénile à un mec sans pognon. C'est un peu ça. Donc voilà, je ne suis pas du discours totalement alarmiste que peut avoir par exemple Romain Molina, mais attention à ne pas se dire « Ouah, John Textor c'est trop bien, les Texans c'est trop bien, il a trop des bonnes idées et sa conférence de presse c'était génial. » Oui, la conférence de presse de John Textor était plutôt positive, c'était intéressant, le discours est intéressant, mais les discours des nouveaux présidents ils sont toujours intéressants, sauf celui de l'ancien président de Bordeaux qui avait dit qu'il fallait améliorer les saucisses au bord du stade. Mais méfiance, voilà, méfiance. Blindé de fric, mais qui va rien vouloir mettre dans le club. Il n'est pas blindé de fric. Il n'a pas de thunes, John Textor. Il a un peu de thunes, mais il a pas. C'est pas à lui les milliards. C'est pas 1 milliard. La transition est mauvaise, ça va mal finir cette histoire. La transition est mauvaise, ça c'est une certitude. Mais ça, la transition qui est mauvaise, il faut pas se tromper de coupable. Personne n'a forcé Jean-Michel Aulas à vendre à John Textor. Il a vendu à John Textor parce que John Textor lui promettait 3 ans de pouvoir. Et Jean-Michel Aulas a tellement fait bloc contre les idées et le renouvellement de John Textor qu'il s'est fait dégager. Donc il faut quand même voir qu'il y a 2 histoires à chaque fois. Oui, la sortie d'Aulas c'est un peu triste. Oui, il a été sorti Manu Militari, ça s'est mal passé. Mais Jean-Michel Aulas refusait la refonte de la cellule de recrutement, refusait les changements de staff, refusait qu'on touche à son pouvoir sportif. Et c'est Jean-Michel Aulas qui a choisi John Textor. Donc quand bien même John Textor ferait n'importe quoi, le fautif, ce sera toujours Jean-Michel Aulas d'avoir choisi John Textor et d'avoir choisi de vendre après que Michel Sédou et que IDG aient décidé de se barrer, et pas avant. C'est-à-dire qu'il a traîné pour ça, pour passer la main. Donc voilà, on verra. C'est un Gérard Lopez avec des flingues. C'est un peu ça. C'est un peu un Gérard Lopez, ouais. Alors on verra à la suite ce que ça donne. Mais en fait, Gérard Lopez, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui n'a pas foncièrement du pognon, qui emprunte du pognon aux autres et qui l'investit et qui se plante avec. Donc on verra quel Gérard Lopez sera John Textor. Est-ce que ce sera le Gérard Lopez qui gagne des titres avec le LOSC ou est-ce que ce sera le Gérard Lopez qui part en Ligue 2 comme avec Bordeaux et qui ne remonte pas en plus. On fera aparté Ligue 2 après si vous voulez. On va faire les notes de ce match. Si vous le voulez bien, je vais vous sortir le petit paint des familles qui doit être prêt désormais. Alors, nous avions ce soir sur le terrain, c'est le dernier terrain de la saison, mais j'espère qu'il sera beau. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette saison de Ligue 1. Pas forcément sur le terrain, mais sur les débriefs. On en parlera plus tard. Alors, hop, c'est déjà un terrain raté, hein. On va pas se mentir. Il est catastrophique. C'est un terrain catastrophique, un peu à l'image du match de ce soir. Mais c'est pas grave, on est là pour le folklore. Hop, voilà. Ah oui, non, il est pourri. Hein. Il est bien pourri. Il est horrible le terrain. Alors, nous avions sur le terrain ce soir Anthony Lopez, bien évidemment. Nous avions Boateng. On va le renommer. Voilà. Nous avions Castello Luqueba. Nous avions Sel Koumbedi. Bon, là, j'écris comme un médecin. On va peut-être pas abuser quand même. Nous avions Tagliafico. Hop, nous avions Tolisso Cacré. Cherki. Jeff. Cherki. Lacazette. Et Parcola. Voilà. Alors, et nous avions en remplacement ici Mendes aussi, qui est rentré à la mi-temps.
Donc, on va le noter. C'est parti. Ça va manquer tes beaux terrains. Vous pensez que Tagliafico va arrêter? On verra, on verra. Lopez, Lopez, il est pas bon ce soir. Lopez n'est pas très bon ce soir, on va pas se mentir. Il y a eu 4 arrêts, mais 3 buts encassés. C'est pas bon. C'est pas bon. C'était pas il est quand même un peu coupable sur le premier but. Il est pas bon ce soir. Voilà. On va pas blâmer Lopez outre mesure parce qu'il fait quand même une bonne saison. Il a sauvé un nombre incalculable de matchs. Donc on va mettre 3 ce soir, c'est un peu dur, peut-être 3,5 quand même. Mais voilà, ça va être un peu comme Lukeba, c'est-à-dire on va pas s'attarder dessus parce que la saison globalement est bonne. La rumeur du gardien japonais, c'est du bullshit. Arrêtez les rumeurs. Arrêtez les rumeurs, c'est pas vrai, c'est des conneries. Pourquoi un gardien japonais? Enfin, il y a Mathieu Patouillet qui vient de signer pro. Si on recrute un gardien japonais random de Portimo NC ou je sais pas quoi, là, alors on est débile. Mais bref. Par qui on commence? Lukeba qui fait un mauvais match. Lukeba qui fait un mauvais match, il a sombré. Sombré avec tous les autres. Il est fautif sur les buts aussi, alors pas sur le premier, mais sur les 2 autres, il est quand même pas, il est pas là, tout simplement. C'est un mauvais match de Lukeba, hein, on va pas se mentir, c'est un 3. Koumbedi, c'est un mauvais match aussi. Koumbedi, il est fautif sur le 3e but. Défensivement, c'est compliqué, Koumbedi. Après, voilà, c'est pareil. C'est comment en vouloir à Koumbedi de sombrer avec les autres alors qu'il a 18 ans et que c'est sa première saison réellement chez les pros. Bon, on va lui mettre 3, Koumbedi aussi. On va lui mettre 3. Pas grand chose à tirer. Tagliafico, c'était pas un bon match non plus. Toute la défense a été quand même atrocement calamiteuse. Tagliafico, je pense que ça vaut 3 ou 4 aussi. Hein. Allez, on va mettre 3,5 pour être sympa. On va mettre 3,5. Et Boateng, il va être là. Hein. Il va être là. Hein. C'est un 0. C'est un 0 pour Boateng. Enfin, c'est honteux. C'est une prestation honteuse. J'espère qu'il va prendre sa retraite pour rester sur ce dernier match calamiteux dans sa carrière parce que déjà il mérite, hein, c'est quand même un être humain de très piètre qualité. C'est un bon gros 0 qui pète, hein, voilà, un bon gros 0, un gros prout. Un gros prout qui fait beaucoup de bruit, Boateng. Et pas grand chose à plus à rajouter sur Boateng. Son apport au club a été calamiteux, un salaire énorme pour un apport 0. Je crois qu'il a fini 10 matchs cette saison. 10 matchs sur 28 disputés, quelque chose comme ça. Boateng, c'est une des plus grosses erreurs de recrutement de l'histoire récente de l'Olympique Lyonnais. On s'était dit au moment où il est arrivé, waouh, bonne idée, incroyable, Boateng. En fait, il n'a jamais été au niveau, il n'a jamais été fit. Il arrive avec un procès au cul. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à en tirer de Jérôme Boateng. Hein. Boateng, c'est pas 0, oui, c'est un fils de pute, effectivement. Mendes, il n'est pas défenseur central, mes amis. Hein. Voilà, première action, qu'est-ce qui se passe? Penalty. Ah bah non, puisque Terem Moffi n'est pas tombé. Combien de 0? Il y a eu 2 0. Il y a eu 1 0 pour Dembélé et 1 0 pour Boateng. Je crois qu'il y a eu 0. Non, on a mis 1 à Le Penant ou on a mis 0? C'est Juni au boss qui l'amène. Je sais pas qui l'amène. Mendes, c'est 2. C'est match calamiteux. Voilà, enfin. Après, pas de but encaissé pour Mendes. Donc on va mettre 2,5. Tiens. Voilà, pour la clean sheet en deuxième période. Mais bon, voilà. Non, on a mis 1 à Le Penant. Tolisso, ça a été un match désastreux aussi. Et Tolisso, il y a des questions à se poser, hein, parce que oui, il y a des fulgurances. Oui, il y a toujours une ou deux fulgurances de Tolisso dans un match, il y a des passes D, et il y a toujours des restes du grand joueur qu'il a été. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, Tolisso. Et il a signé, je crois, jusqu'en 2027, Tolisso. Ça va être dur, parce qu'aujourd'hui, Tolisso, il est sur le déclin, physiquement, c'est pas possible. Ça va pas, Tolisso. Et on peut pas compter dessus, et c'est le même constat que ce qu'on a dit en tout début de saison. Moi, j'étais très content qu'il revienne, Tolisso. J'adore Tolisso. J'ai toujours adoré Tolisso. Mais quand il est arrivé, j'ai dit on peut pas compter Tolisso comme un joueur de l'effectif titulaire. Parce qu'il n'est pas fiable physiquement. Et parce qu'en vrai, il n'est pas fiable sportivement non plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec Tolisso? Est-ce qu'il faut qu'il recule en défense centrale? C'est pas si con, ça, Snostic. Mais malheureusement, au milieu de terrain, je suis pas certain que ce soit encore la solution. Donc ce soir, c'est 3. Hein, c'est 3. C'est 3. Hein. Mais peut-être, je sais pas, hein, peut-être que Tolisso, il faut l'emmener par là. Je sais pas, peut-être qu'il serait bon en défense centrale. Je sais pas, point d'interrogation. Merci, Vieux Motard, pour ton abonnement. Cacré, j'ai du mal à juger son match. Mais c'était dur techniquement aussi. C'était dur techniquement, Cacré ce soir. Mais c'était pas calamiteux comme les autres. Donc oui, c'est un mauvais match quand même. Hein. Enfin voilà, c'est un match qui mérite pas la moyenne. Mais c'était pas honteux, donc on va mettre 4. Même si en vrai, c'est pas un bon match. C'est pas un bon match. Il est pas assez flexible sur ses appuis pour être DC, c'est vrai, t'as raison.
Barcola ce soir, Barcola ce soir, il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé, Barcola, ce soir. Mais il n'est pas bon non plus. Par contre, il a été très, très, très isolé. Mais globalement, toute l'attaque n'a pas été terrible. C'est pas un bon match. C'est un 3,5, ouais. 3 ou 4. 3 ou 4, Barcola. 4, vous voulez mettre? Je mettrais 3 ou 4, moi. 4. Allez, 4 pour Barcola. On est gentil. On est indulgent parce que c'est Barcola. Mais en vrai, c'est pas un match qui vaut 4, faut être honnête. Cherki. Alors, Cherki, paradoxalement, Cherki termine avec une passe D et il aurait pu terminer avec 2 ou 3 passes D si ça avait moins croqué devant. J'ai pas trouvé Cherki mauvais ce soir. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais sa première mi-temps est très bonne à Cherki. Après, en seconde période, il tombe complètement. Mais c'est pas de sa faute si ça croque autant devant. Ça reste pas un match exceptionnel de Cherki, pas se mentir. Mais c'est un match correct, il y a une passe D, je pense que ça vaut 5. Même si c'est pas un match suffisant dans l'absolu. Il a été moins pire que les autres. Oui, Max, c'est à peu près ça. Ouais. Il a été à peu près moins pire que les autres. Barcola 4 et Sissoko c'était 3. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, Roger Senis. C'est exactement ça. On note à la gueule. C'est tout à fait vrai. Jeffinho. Alors, Jeffinho, paradoxalement, même s'il marque ce soir, sa première mi-temps n'a pas été bonne. Il a eu beaucoup de déchets. Donc, il ne faut pas idolâtrer Jeffinho. Mais avec Jeffinho, il peut se passer un truc. Mais voilà, Jeffinho, moi, je suis toujours... je suis encore dans une position où je demande à voir. Parce que je trouve que le garçon a quelque chose, mais il est encore très très brouillon. Il est encore très 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 brouillon, un peu irrégulier, mais il y a du ballon, il y a quelque chose. Et on est à un aiguillage. Vous savez, ce même là, avec les enfers d'un côté et le paradis de l'autre, c'est est-ce que Jeffinho va devenir Bertrand Traoré ou Vinicius? Je vois pas d'entre-deux, personnellement. Je pense que soit ça devient un joueur absolument catastrophique, soit ça devient un giga crack. Mais aujourd'hui, impossible de dire ce que va devenir Jeffinho. Mais oui, c'est un joueur différent. C'est un joueur qui a quelque chose, objectivement qui a quelque chose. C'est un joueur, on a envie d'y croire, un peu comme Tété avant. Alors, c'est pas le même style de joueur. Mais Tété, quand il est arrivé, on s'est dit waouh. Et puis après, il est tombé en dépression. Et même à Leeds d'ailleurs, il est tombé en dépression. Donc Jeffinho à voir. Je suis très curieux de le voir l'an prochain. Avec une vraie prépa. Avec un peu plus de travail dans le groupe, peut-être avec un autre coach, on ne sait pas, peut-être avec d'autres gens autour. Je suis très curieux. Leicester, je confonds Leicester et Leeds. Donc voilà, à voir Jeffinho, mais je demande à voir. Et on va terminer par Lacazette. Malheureusement, Lacazette, c'est compliqué ce soir. Beaucoup d'occasions manquées. Tu prendrais quel coach? Ça, on en parlera plus tard. Ouais, ce soir, Lacazette, c'est un 3. Il réussit pas grand-chose ce soir, Lacazette. Donc il faut être lucide. Donc oui, Lacazette, il aura le totem d'immunité pour encore longtemps, mais c'était pas son match à Lacazette, malheureusement. Ouais, effectivement. Jeffinho avec une préparation OL devient fantomatique à l'automne. Oui, pour le moment. Ouais. Voilà, pour les notes. On termine sur donc des notes qui sont pas fameuses. Pas grand-chose à rajouter par rapport à ça. On va repasser en plein écran pour faire le débrief du reste. Voilà, je vous ferme ça. J'avais même pas de fenêtre là avec les résultats du soir. On va quand même récupérer les résultats du soir. Je vais vous mettre ça, si je peux, dans le React. Alors, donnez-moi 2 secondes. Je dis le React, c'est juste ma fenêtre de débrief. Alors, hop. Ah, on n'a pas fait le Jurinho encore. On n'a pas fait le Jurinho. On fera le Jurinho après. Hop là, je vous mets ça. Les résultats du soir, juste pour que vous puissiez voir 2 choses importantes. Alors d'abord, on va faire ça. On va mettre les résultats ici. On est quand même sur une fin de saison calamiteuse pour beaucoup d'équipes. Marseille a réussi l'exploit de perdre à Ajaccio, alors qu'Ajaccio n'a plus rien à jouer et restait sur une quantité de branlées absolument monumentale. Lens a battu Auxerre et va donc échouer à un tout petit point du Paris Saint-Germain. Rennes s'est imposé à Brest dans la douleur, mais ils se sont imposés. Lorient-Strasbourg, c'était le match dont on n'avait pas grand-chose à foutre. Monaco a perdu à Toulouse dans les dernières secondes du match, et ça va être important pour la suite, vous allez voir. Nantes a gagné contre Angers et a donc assuré son maintien, puisque Auxerre a perdu. Nice-Lyon, on vient d'en parler. Paris a réussi l'immense exploit de perdre 3-2 au Parc des Princes après avoir mené 2-0. Franchement, je pense qu'il faut quand même applaudir. Il faut applaudir le Paris Saint-Germain et sa saison. On est sur une saison du Paris Saint-Germain extraordinaire. Christophe Galtier qui a probablement fait la pire saison du Paris Saint-Germain parce que quand Monaco est champion, Monaco est imbattable. Mais alors cette saison du PSG, les amis, vous vous rendez compte que Lens, avec son micro-budget, va réussir à avoir des regrets de ne pas avoir été champion de France face à ce PSG, quoi. Incroyable. Montpellier, on s'en fout. Et 3 Lille, donc 3 qui a égalisé contre Lille. Et si vous regardez le classement, regardons donc le classement. Vous voyez que l'Olympique Lyonnais termine 7ème avec 62 points. C'est clairement pas suffisant. Mais qu'il y avait moyen. Il y avait moyen d'aller chercher cette 5ème place. Et même la 4ème.
Même la 4e, elle était prenable. Parce que Monaco qui était 3e, qui était largement devant. Regardez Monaco, ils ont terminé sur 3 défaites. 3 défaites d'affilée. Monaco, 65 points. Lille, 67. On termine à 5 points. On termine à 5 points. Il y avait l'autoroute. On termine à 6 points de Rennes. Il y avait moyen de faire 4e si on avait été moins nul. C'est terrible. C'est terrible. Il y a des défaites qui sont totalement évitables. Le 0 sur 6 contre Clermont, les matchs nuls contre Nantes, la défaite contre Strasbourg, où on prend un banger de Jean Eudaoulou, la défaite ce soir contre Nice. Nice, c'est pas bon ce soir. Nice, c'est pas bon. Ils étaient à 2 points de lance à 7 journées de la fin, ils finissent 19 points derrière. C'est extraordinaire cette stat. C'est extraordinaire. Mais je voudrais qu'on s'attarde un peu sur Monaco. Je voudrais qu'on regarde un peu les résultats de Monaco. Regardez la fin de saison de Monaco. Ils ont pris 4 points sur 21 possibles. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire cette fin de saison de Monaco. C'est extraordinaire. Donc voilà, imaginez quand même qu'on finisse 7e. Ça aurait pu être tellement mieux. Regardez les résultats, regardez. Oui, quand on voit ça, c'est pas mal. Oui, on n'aurait pas pu, on ne pouvait pas tout gagner, c'est vrai. Mais ça, c'était évitable. Alors c'est pas ça qui fait perdre des points. Ça, c'est évitable. Ça, c'est évitable. Ça, c'est évitable. Ça, c'est évitable. Donc oui, on peut pas gagner tous les matchs. Et c'est vrai que la fin de saison, elle est pas mal. C'est pas honteux de faire 3 défaites sur les 9 matchs là. C'est pas honteux, c'est vrai. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que tu perds des... Celui-là, je l'avais oublié, celui-là. Le Auxerre, la défaite contre Auxerre, j'avais oublié. Donc oui, la deuxième partie de saison de l'OL, elle est tolérable. Elle est tolérable, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Donc oui, il y a des belles victoires, c'est vrai. La victoire contre Monaco, elle est pas mal. Mais vous avez quand même, quand vous avez des matchs coup près, bon, bah écoutez, ce match-là, c'est impardonnable. Nantes-Lyon, c'est impardonnable. Je voudrais quand même qu'on s'attarde sur les stats de Nantes-Lyon. C'est un tir cadré dans le match. Un tir cadré dans le match. Donc non, moi je suis pas content. Voilà, je suis pas content parce que c'est pas suffisant. Parce que c'est pas suffisant. Voilà. Bon, on a fait le point. On n'a pas parlé de ça, mais ça c'est grandiose aussi. La fin de saison de Lens, c'est triste en vrai. Regardez la dinguerie quand même. Regardez la saison de Lens. Regardez la dinguerie quand même. C'est extraordinaire ce qu'a fait Lens. Et malheureusement, il y a ça. Malheureusement, il y a ce match contre le PSG avec cette expulsion de Abdoul Samed en tout début de match. Et ils doivent gagner parce qu'en plus, ils sont meilleurs. Ils prennent 3-1, mais ils sont meilleurs sur le match. C'est triste en vrai. C'est super triste. Abdoul Samed leur coûte le titre. Ouais, mais ils ont déchatté. Mais ça, c'est incroyable. On a pris 6 points contre Lens. Je ne sais plus. Je ne sais plus. On a fait quoi au premier match contre Lens? On a gagné, oui. Est-ce qu'on a fait 6 points contre Lens? Elle est où la première, premier match contre Lens? Non, on a fait 3 points. On a fait 3 points. On perd à Bollaert. On perd à Bollaert. Oui, je me souviens, on perd à Bollaert. Oui, on perd à Bollaert. C'était la 4e défaite de suite. Ouais, c'est la 4e défaite de suite. J'avais titré 4 à la suite. Voilà. Et si vous voulez vous satisfaire de la saison de l'OL, voilà, il faut quand même garder en tête qu'on termine effectivement à 3 points de Clermont. Donc oui, Clermont fait une super saison. Mais le constat global, c'est que bah, le package, là, il est quand même plus proche de derrière que de devant. Voilà, Lorient est pas si loin. Nice, qui fait une saison calamiteuse, est pas si loin non plus. Donc voilà, Nice a pris plus de points contre Lens que Angers. D'accord, c'est bien. Donc voilà, constat global, décevant. Saison tristounette qu'on gardera pas dans les annales. Et reste donc la question de qu'est-ce qu'on va faire la saison prochaine. On fera, je pense, un live la semaine prochaine pour parler de tout ça. On va d'abord faire le Jurigno, si vous voulez bien, parce que j'ai complètement oublié. Mais on va terminer là-dessus. Hop là, voilà, je vous mets le lien dans le chat. On vous rappelle les règles, vous notez les 5 joueurs qui ont le plus impacté la rencontre. Alors Barcola ici est dans les meilleurs joueurs. Ils ont mis Barcola dans les meilleurs joueurs. Bon, bien évidemment, on va mettre Boateng catastrophique. On va mettre Lukeba qui mérite quand même son -3. On va mettre Lopez qui n'a pas été bon, on va mettre -2. On va mettre Jeffinho dans le positif. Tes mentions. Parle-en dans ton live, RC Lens. Une saison sans fausse note. Je ne peux pas la regarder tout de suite. Mais j'ai vu Ritono. J'ai vu. Fais-nous voir ton t-shirt. Mais vous l'avez déjà vu le t-shirt. C'est un classique. C'est la compo du Gazellec OL de 2015. Et en dernier, on va mettre Cherki, on va mettre un +1. Voilà. Ça me paraît cohérent.
Bah oui, mais du coup, j'ai pas fait la transition. Mais voilà, je vous mets la transition. Voilà mon vote pour le Jurigno. Voilà, on a terminé pour ce débrief. On a terminé pour cette saison. On a fait le point sur la Ligue 1. Avant que vous partiez, je voulais vous remercier. Alors désolé, ça va être le truc un peu gnangnan. On aura fait 37 débriefs cette saison. 37. On a raté 5 matchs, 6 matchs. 6 matchs, je ne saurais pas tous vous les citer. C'est beaucoup plus que ce que j'avais dealé avec Parion Sport, donc je voudrais en profiter pour 2 choses. Déjà, remercier Parion Sport, parce que Parion Sport me donne des sous depuis maintenant 1 an et demi et va continuer à m'en donner jusqu'à la fin de l'année civile. Donc je voudrais les remercier de me soutenir, de soutenir ce contenu, parce que je pense que s'ils n'étaient pas là, j'aurais pas eu le courage de faire tous ces débriefs-là. Les stats ont pété complet cette saison. On est passé de 300 à 800, on a monté à 2002 après la défaite contre l'OM. On est monté à 2000 après la victoire contre Montpellier. Donc merci infiniment à ceux qui sont là, à ceux qui lâchent des pouces, à ceux qui mettent des commentaires. C'est hyper important. Merci à ceux qui s'abonnent, même si je vous l'ai déjà dit, les abonnements, c'est pas si important que ça. Donc merci à ceux qui sont là depuis le début. Merci à ceux qui ont pris en cours de route. Ça fait plaisir de voir que ça marche, que ça vous plaît. Moi, ça me fait plaisir de le faire, même si c'est pas mal de temps investi, avec beaucoup de choses à faire en parallèle, parce que vous le savez, j'ai une boîte qui tourne et ça a été compliqué ces dernières semaines de faire tout coïncider. Donc on va continuer. On va continuer la saison prochaine à faire les débriefs de tous les matchs, ou de presque tous les matchs en tout cas. Pratiquement toujours après le coup de sifflet final. On va continuer, on va peut-être même faire plus de vidéos, peut-être des vidéos YouTube, peut-être des trucs un peu plus à thème, des trucs historiques, j'en sais rien. Je vais continuer en tout cas à essayer de vous faire du contenu là-dessus, parce que ça marche bien, parce qu'on a des stats qui montent, et parce que vous êtes là, donc c'est cool. Voilà. Le point positif de cette saison, le point positif de cette saison, c'est ça. C'est que on a fait une saison entière ensemble, en constant. Et vos messages sont super cool à lire, les retours sont super cool à lire, et ça fait plaisir sur un réseau aussi merdique que Twitter d'avoir des retours comme ça, de voir que ça vous fait rire, que ça vous fait marrer. Moi, ça me fait marrer de traiter le foot un peu comme ça. Et même le club, hein, je peux pas vous dire exactement qui, quoi, comment, mais le club a aussi accepté que moi je suis un clown. Je suis un entertainer avant d'être un analyste. On met un peu d'analyse là-dessus, on met un peu de sérieux, mais on est aussi là pour regarder du foot, et regarder du foot, c'est avant tout un jeu. Donc ouais, on prend ça à cœur, mais on prend ça avec passion, et je pense que c'est important de ne pas trop se prendre au sérieux là-dessus. Donc voilà. Est-ce que tu vas aller au bout de tes aventures FM cette fois-ci? C'est très peu probable. Je vais essayer en tout cas la saison prochaine, de vous faire un débrief par semaine, comme d'hab. Et essayez, si j'ai le temps, je peux pas vous garantir que j'ai le temps, de vous faire une vidéo YouTube, au moins 2 par mois, sur des thématiques plus froides. Je sais pas, les maillots, trucs historiques, des anecdotes, des trucs comme ça, des contenus un peu froids, qui seront publiés directement sur YouTube. Et on essayera d'avoir ce rythme que j'ai pas tenu ces derniers mois, parce que c'était très compliqué niveau taf, de un débrief et un live nocturne par semaine. On va essayer de s'y tenir. Pour ce qui est du futur proche, on aura un débrief de la saison un peu plus posé dans une semaine, je pense. Je ne pourrais pas vous dire la date encore, mais probablement le week-end prochain. Ensuite, on aura peut-être une petite pause, on verra des lives un peu à l'arrache pendant tout le mois de juin. Et ensuite, il y aura le Tour de France, où le Tour de France, je vais essayer, je ne peux pas vous le garantir, mais je vais essayer de faire des débriefs de toutes les étapes. Essayer de faire des débriefs tous les soirs pendant 21 soirs de toutes les étapes aux alentours de 21h30 pour qu'on parle de vélo tous ensemble, comme on l'a fait sur le Giro l'an dernier. On va essayer d'appliquer ça au Tour de France cette année, sachant que j'irai voir plusieurs étapes. J'irai voir une étape à Bordeaux, j'irai voir une étape à Clermont, et j'irai voir une étape normalement en Alsace, au Markstein, mais ça, je vous en parlerai en temps et en heure, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Voilà, et on reprendra donc tout ce qui est débrief à partir des matchs amicaux, hein. Vous connaissez la musique, on fera probablement un live mercato, on fera probablement un live sur les premiers matchs amicaux. Évidemment, on reprendra la saison en août avec des débriefs, comme cette année. Voilà, merci beaucoup à tous. Oui, la FF Plus, chut, on dit rien, on ne dit rien du tout. Viens boire un verre à Bordeaux, avec grand plaisir. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour soit un live nocturne, soit le débrief de la saison. Et sinon, soyez là pour le Tour de France, ça me fera très plaisir. Je vous embrasse, n'oubliez pas de lâcher les petits pouces et les commentaires sur YouTube, c'est important, ça me fait plaisir. Et ça permet à la chaîne de vivre aussi et d'avoir des clés gratos pour Diablo 4, et ça c'est important. Allez, je vous laisse, je vous envoie en raid, je sais pas chez qui, et n'oubliez pas que peut-être un jour l'Olympique Lyonnais sera une formidable raison d'être heureux. Et on salue Bart une nouvelle fois. Allez, ciao, un bisou, à bientôt.